Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière partie de mon échange avec Tina dans Des espaces et des vies. Et pour terminer cette série, j'avais envie de parler avec elle d'un sujet très concret, le chaos du quotidien dans les maisons qui accueillent une famille. Est-ce qu'il est réellement possible d'avoir plusieurs enfants en bas âge et une maison bien rangée? Pour Tina, la réponse est oui. Ce n'est pas toujours facile, ce ne sera jamais parfait en permanence, mais ce n'est pas impossible à condition d'arrêter de vouloir faire entrer notre vie actuelle dans une maison pensée pour une autre période. Parce qu'un intérieur doit forcément évoluer avec nous. La maison d'un couple sans enfant ne peut pas toujours fonctionner de la même manière lorsqu'elle accueille ensuite un, deux ou trois enfants. Le mobilier, les objets, les espaces de rangement et même nos attentes doivent pouvoir s'adapter à ce nouveau quotidien. Avec Tina, on parle donc d'accumulation, de jouets, de dessins d'enfants, de rangement ludique, de participation de toute la famille et de la manière dont on peut apprendre aux enfants à trier sans leur transmettre l'idée que le rangement serait une punition. On parle aussi du besoin de souplesse. Les objets ont le droit de passer du salon à la chambre. La maison a le droit de vivre, mais chaque chose doit pouvoir trouver une place une fois le moment terminé. Enfin, Tina partage sa propre routine et nous explique pourquoi rentrer le soir dans une maison apaisée peut complètement changer la manière dont on termine sa journée. Avant de lancer l'épisode, si tu aimes ce format, pense à t'abonner au podcast, à le partager autour de toi et à laisser 5 étoiles. C'est ce qui m'aide vraiment à faire grandir Des espaces et des vies, à continuer à créer des échanges sensibles, concrets, profondément liés à nos manières d'habiter. Je te souhaite une très belle écoute. Donc, pour cette quatrième et dernière partie, j'aurais aimé qu'on parle de ton regard sur le chaos dans les logements qui accueillent parfois des familles. Première question, est-ce que tu crois qu'avoir, disons, 3 enfants en bas âge et une maison bien rangée, c'est possible? Oui, c'est possible. Ce n'est pas forcément facile, mais ce n'est pas impossible. Et après, encore une fois, tout est une question de méthodologie. Non pas que il y a un truc à suivre à la lettre et tout, mais c'est de se dire, OK, mon quotidien ressemble à ça. Si j'ai un quotidien avec 3 enfants en bas âge et que bah du coup, il y a leurs jouets, leurs trucs, leurs machins, je vais pas en plus aller encombrer mon salon de petits objets déco, de meubles ouverts partout, machin. Pour moi, ça reste du bon sens. Ça veut dire qu'il faut que notre mobilier, en tout cas, que nos solutions de rangement, que ce soit du mobilier ou que sais-je autre, correspondent à notre moment de vie. C'est-à-dire que plus tard, si j'ai envie d'avoir du mobilier ouvert parce que j'adore ça, moi j'aime quand on voit tout, machin, avoir plein de bibelots, ok, je le ferai quand les enfants seront plus grands. Et que j'aurai pas à cumuler dans le même espace tous mes bibelots, plus leurs jouets d'enfants, plus la table à langer, plus de... Non, il y a un moment, il faut s'adapter à sa réalité, à son quotidien et à son présent. Et pas vivre ni dans le passé. Avant, quand j'avais pas d'enfants, ça fonctionnait. Sauf que maintenant que t'en as 3, qui plus est, ça ne fonctionne plus. Peut-être que dans le futur, ça fonctionnera autrement, en tout cas différemment, parce que tu auras aussi peut-être envie d'autre chose. D'où l'idée aussi d'investir intelligemment pour chaque étape et ne pas toujours avoir le besoin de racheter des choses parce que ça correspond 2 semaines, mais ça correspond pas 3 semaines. C'est ça, en fait, le piège. Donc, on revient à ce que je disais dans l'épisode précédent, se débarrasser des anciennes périodes et fonctionner comme ça successivement, Exactement. période par période, en fonction de Voilà. besoins. Et vraiment penser ses achats en amont en se disant, là aujourd'hui, ma table, elle fonctionne parce que dans la construction de ma famille, ça fonctionne, une petite table ronde, etc., machin. Si dans ma perspective, je veux avoir une grande famille, machin, ben, je vais peut-être opter pour une table modulable. Et auquel cas, je vais prendre une table qui a des rallonges, machin, parce que comme ça va être un achat que je vais faire, mais que j'aurais pensé et qui pourra me suivre dans cette évolution. Parce que le problème des gens qui se retrouvent dépassés, c'est parce qu'ils n'ont pas pensé en amont leur quotidien et comment ils allaient vivre et comment ils voulaient vivre. Et alors, le réel problème aujourd'hui, du coup, disons dans les familles, c'est la plupart du temps dans ce que tu vois dans les personnes que tu rencontres, le manque de place ou l'accumulation d'objets. L'accumulation d'objets, incontestablement. Parce que en fait, finalement, quand on revient à l'essentiel, on peut trouver de la place. Sauf que quand on est envahi d'objets, on ne laisse plus de place. Et en fait, la nuance, elle est vraiment là. C'est que tant qu'on envahit les choses, l'espace de choses qui ne sont pas essentielles, je vais pas dire futiles, parce que chacun y voit l'intérêt dans son intérieur, mais en tout cas qui ne sont pas essentielles, forcément, on ne peut pas laisser de place pour autre chose et notamment laisser de la place à l'espace. C'est ça le truc. Il faut savoir laisser de la place à
Ça, le c'est la clé. vide. Il faut vivre avec le vide, il faut accepter. Oui, oui. Surtout quand on a une maison avec des enfants. Voilà. Moi, aujourd'hui, je me la raconte parce que moi, je gère mon vide différemment parce que il y a que moi et mon mari. Donc, en fait, moi, quand je regarde là, je me dis, ah, j'aime bien ce point de vue. Mais c'est pour moi, ça satisfait mon truc de décoratrice. Mais si demain j'avais des enfants, mais j'ai bien conscience qu'il fallait que je me débarrasse de la moitié de la maison. Ça casse. Ça peut tomber sur la tête. Mais c'est ça. Aujourd'hui, je vis avec ma réalité. Ma réalité, elle est celle-ci. Et donc, du coup, pour revenir à ce cas de la famille, comment tu fixes les limites? C'est-à-dire que on parle de tout ça, il y a des objets partout, il y a des jouets partout, peut-être que ça encombre l'espace, etc. Est-ce qu'il faut se dire, du coup, les objets, ça reste dans la chambre et ça ne vient jamais dans le salon? Est-ce qu'il faut fixer des limites strictes? Est-ce qu'il faut être strict dans son organisation pour que ce soit rangé le Non. plus souvent Pour moi, possible? il faut vraiment se laisser de la souplesse. Un enfant, sa vie, un espace, sa vie, un intérieur, sa vie. Donc, les jouets, il peut y en avoir dans la chambre, il peut y en avoir dans le salon. Les mêmes jouets du salon peuvent venir dans la chambre et inversement. L'idée, c'est juste que, à la fin de la journée, à la fin de la période de jeu, ces mêmes jouets, ils aient un espace où être rangés. La problématique, c'est pas les jouets. C'est que ces jouets n'aient pas d'espace. C'est ça le vrai problème. Et après, c'est toujours une question de réguler. Est-ce qu'un enfant de 3 ans, il a besoin d'avoir autant de jouets que dans un magasin de jouets? Je suis pas sûre. Donc après, c'est là. Et là, la difficulté quand je rencontre des familles, pour les mamans notamment, c'est de réussir à avoir moins de jouets pour leurs enfants. Moins de jouets pour leurs enfants, c'est ni de la maltraitance, ni un manque d'amour, ni quoi que ce soit. C'est peut-être juste à un moment dire à ces mêmes mamans, d'un point de vue extérieur et moi je suis purement objective et technique. Moi je vois l'enfant, ok, mais si votre enfant il ne joue plus avec ce jouet depuis X temps, c'est peut-être parce qu'il l'a oublié, parce qu'il y en a tellement d'autres qui viennent derrière, qu'il est défocalisé de celui-là. Donc est-ce que celui-ci qui ne sert plus à personne, il pourrait pas servir à une autre famille, que ce soit donné ou vendu? Est-ce que il a besoin de garder tous les jouets de sa période nourrisson à ses 5 ans? Parce que oui, mais des fois, il y joue parce que c'est sous son nez. Mais si demain c'est pas sous son nez, je suis pas sûre que c'est votre enfant de 5 ans qui va venir vous dire, tu sais maman, le jouet rose avec lequel je jouais quand j'avais 2 ans et demi, je le retrouve pas. Non. C'est très rarement les enfants qui font ça, c'est vraiment les parents qui font ça. Donc en fait, l'idée c'est de se dire que accepter de se débarrasser des jouets de son enfant par période, c'est aussi lui rendre service. Parce que, il va grandir, il va traverser des périodes. Et pour moi, ça fait aussi partie de son éducation que de lui dire, de ces jouets-là, garde celui qui te rappelle quelque chose, celui que t'aimes bien. Maman, celui-là te le gardera. Par contre, les autres, si ça, tu n'y joues plus, oui, non. Les enfants sont très factuels, hein. Oui, non. Non, je veux plus. Ou oui, je veux garder. Les enfants, ils fonctionnent pas avec peut-être, hein, parce qu'ils ont moins cette notion du peut-être. Ouais. Et donc, c'est pour ça que moi, quand je fais le tri, parfois, je préfère m'adresser à l'enfant qu'à la maman. Parce que la maman va toujours dire, non, mais l'enfant va dire, non, maman, moi, j'y joue plus. Ok, merci l'enfant. Donc, parfois, il vaut mieux s'adresser à ses seins qu'à Dieu lui-même. Donc, Et on parle de jouets, mais moi j'ai une problématique, c'est les dessins de ma fille. Elle est très artistique et tout ça, elle dessine tout le temps. Et on a un sac à dessins, tu sais, c'est même pas, enfin voilà, c'est bien rangé, c'est un sac à dessins. problème. Et on a du mal, je dis on parce que moi aussi je suis concernée, mais tu vois, c'est un peu toutes les deux. Mais après, à partir du moment où il y a de l'affect, moi, je pourrais te donner toutes les règles du monde. À partir du moment où il y a de l'affect, c'est à toi, après, de te raisonner vis-à-vis de cet affect. Moi, pour les dessins d'enfants, c'est comme pour tout le reste. C'est comme pour ses premiers chaussons, son petit bonnet. Garde ceux qui ont une signification. Ça veut dire que, je sais pas moi, si un jour ta fille t'a fait un dessin parce qu'un jour elle t'a vu pleurer parce que elle a vu que peut-être t'avais de la peine et que ce dessin-là t'a réconforté, garde ce dessin. Par contre, si elle t'a fait un dessin parce que comme tous les jours elle rentre à 4 heures et comme tous les jours à 4 heures elle te fait un dessin, est-ce que t'as besoin de conserver tous ces dessins qu'elle a fait tous les jours à 4 heures en rentrant de l'école? Pas forcément.
tu vois? Sachant qu'aujourd'hui, encore une fois, on a des téléphones, on prend 1 milliard de photos, mais parfois on prend des photos inutiles. On peut aussi se dire qu'on peut prendre des photos utiles et tu peux aussi très bien te dire: «Eh beh, là, en fait, ces dessins dont je vais me débarrasser, je vais les prendre en photo et je vais les ranger quelque part dans les mémoires de mon ordinateur et j'aurai mon dossier, je sais pas moi, dessin de Tessa de ses 8 à ses 9 ans». Voilà et en fait, je pourrais les garder comme ça pendant des décennies, plutôt que de garder des sacs pendant des décennies. Et finalement, plutôt que d'avoir des sacs, eh ben, ça va se résumer à une pochette, mais une pochette de dessins essentiels. Ou quand vraiment tu vas ouvrir cette pochette, tu vas te dire, mais ça, c'est le dessin qu'elle m'a fait le jour où elle a voulu me consoler. Ça, c'est le dessin qu'elle m'a fait le jour où elle est partie au zoo avec son papa et que tu vois, mais comme ça, tu vas vraiment avoir des dessins significatifs et pas tous les dessins pour avoir des dessins. Et en fait, ce qui est important dans tout ce que tu fais quand tu fais du tri, c'est de donner du sens à ton tri. C'est pas de te faire mal, mais c'est vraiment de se dire, OK, je garde les choses qui ont du sens. Et ceux qui en ont moins, parce que tout a du sens, tout a un intérêt, ceux qui en ont moins, c'est de les mettre quelque part où c'est moins dérangeant. Donc la poubelle, ça peut servir. Mon téléphone, parce que quitte à payer pour avoir du stockage, autant que ça stocke des choses qui pour moi ont de l'intérêt, parce que des fois on prend des photos dans la rue, de trucs qu'on va jamais regarder, prends des photos des dessins de tes enfants. Plus intéressant. Plus intéressant. Restez focus. Et alors, comment créer une organisation réaliste avec des enfants et surtout comment les faire participer sans que ça se transforme en conflit, tu vois, range ta chambre, fais ci, fais ça. Il faut toujours que ce soit ludique. Pour moi, il faut vraiment que ce soit ludique. Alors, on n'a pas dit qu'il fallait que tout se transforme en jeu, etc. Non, mais en fonction de l'âge de l'enfant, il faut que l'enfant il voit son intérêt et il voit le côté un peu amusement. Dans les chambres d'enfants, moi notamment quand on intervient dans les chambres d'enfants, je vais beaucoup ranger les choses à la couleur, par univers. Donc les stylos vont être rangés par couleur, les jouets par univers, donc tous les dinosaures ensemble, toutes les poupées ensemble, etc. Comme ça, en fait, l'enfant, ça lui donne des points de repère très simples, codifiés, où lui, il va se dire, quand tu vas lui dire, tu peux ranger tes jouets, on va commencer par ranger les dinosaures. Et ben, on va ranger tous les dinosaures ensemble parce que les dinosaures, c'est comme nous, c'est une famille. Une famille, on la sépare pas. Et ben, on va ranger tous les dinosaures ensemble dans la même famille. Et un enfant, ça va lui donner du sens. Il va dire, ah maman, moi, il faut que je mette tous mes dinosaures ensemble parce qu'il y a le papa, la maman et tous les enfants et que ça se sépare pas. Et ben, on les range ensemble. Quand tu rends les choses ludiques pour un enfant, ça lui donne du sens et un enfant, du coup, il te suit. Il va pas essayer de chercher. Alors attends, mettons de Kondo elle disait que lui, ça, il s'en fout, il comprend même pas, c'est hors de sa sphère. Ça, c'est ton truc d'adulte. Mais par contre, un enfant, si tu lui dis, oh, t'as vu comme c'est beau? Tu vois, quand ils sont tous rangés par couleur et tout, et qu'il voit la fierté de maman qui dit, t'as vu comme c'est bon, on l'a fait ensemble et tout. Il va dire, moi, j'ai envie de revoir ça dans les yeux de maman, et je vais re-ranger. Comme c'est par couleur, comme ça, maman, elle sera contente. Les enfants, ils fonctionnent comme ça, finalement. Moi, je le vois beaucoup, hein. Alors que j'ai pas d'enfants, mais je vois comment ils sont satisfaits, parfois, juste de vouloir satisfaire leurs parents. Si c'est que ça, on va y aller. Rendre les choses ludiques et pas faire de chantage. Ça, c'est une des pires choses à faire. Le chantage, mais que ce soit pour les enfants, le mari, qui que ce soit, hein. Même à soi-même. C'est vraiment la pire des choses à faire. Il faut ranger quand on en a besoin, quand on en a envie. Moi, il y a des jours où ma maison, elle est pas comme ça, hein, parce que j'ai pas envie de le faire. Je me l'autorise. Par contre, le jour où j'ai envie qu'elle soit rangée, je peux vous dire qu'elle est rangée. Mais parce que aussi, les bases sont bonnes. Et je pars pas dans des rangements de fou malade. Les bases sont bonnes, donc j'ai juste à remettre le coussin comme ça, machin. Faut que le rangement reste quelque chose d'agréable. À un moment où on se dit, OK, bon, là, ma maison, je l'ai laissée vivre. J'ai aussi besoin de voir où est-ce qu'elle peut aller, jusqu'où elle peut aller, tester ses limites. Et de me dire, ouais, mais finalement, je préfère quand elle est rangée. Et là, je me dis, ouais, là, je suis contente de l'avoir fait, c'est rangé, c'est cool. Les enfants, c'est pareil. Et faites confiance à vos enfants. Des fois, même il y a des enfants, ils aiment pas le bordel, hein. Il y a des enfants, ils ont besoin de voir quand leur chambre rangée. OK. T'es pas chaud pour ranger aujourd'hui, il y a pas de souci. Par contre, demain, on s'y met tous. Et être un exemple aussi pour ses enfants. Parce que c'est facile de dire, range ta chambre. Par contre, maman, la cuisine, on va pas. Maman, papa, c'est le même combat, hein. Mais ta chambre, elle est pas du tout rangée, ta chambre d'adulte n'est pas rangée, mais par contre, la chambre de ton enfant doit être rangée au carré. Non, montre l'exemple. Range ta chambre. Et après, tu pourras dire à ton enfant, moi, ma chambre, elle est rangée. Tu veux vraiment qu'on en parle maintenant? Voilà, soyons des adultes exemplaires. Tout à fait. Ouais. Et par exemple, est-ce qu'on va manger tous les jours? Est-ce qu'on va manger toutes les semaines? Ou un petit peu moins? Ça, c'est en fonction de chacun. Voilà, c'est en fonction de chacun.
alors que je n'ai pas besoin de ranger. Je range tous les jours. Mais ça fait partie de ma routine. Mmh. C'est-à-dire que moi, si j'ai rendez-vous à 10 heures avec un client, je vais me lever plus tôt parce que en fait, avant de partir, j'ai besoin que ma maison soit nickel. Donc, je vais vider mon lave-vaisselle, je vais retaper mes coussins. Je vais faire en sorte, pour mon bien-être, peut-être un peu ma folie douce, mais pour mon bien-être, que quand je rentre le soir, ma maison, elle soit déjà rangée. Moi, je préfère ranger le matin avant de partir que ranger le soir quand je rentre. Mmh. Parce qu'en fait, mon réconfort, c'est quand je rentre et me dire, peu importe la journée que j'ai passée, qu'elle soit bonne ou mauvaise, bah, mon cocon, il est apaisant. Mmh. C'est ça. C'est de me dire, je rentre dans un endroit qui est pas hostile. Et ça, c'est important. Et pour moi, en fait, ranger avant de partir, c'est aussi donner le ton de la journée. Quand tu pars en ayant la maison rangée, moi, quand je ferme la porte de ma maison, je me dis, ah non, tout est à sa place, tout est rangé. Comme je suis là, moi, je suis apprêtée. Non, peu importe ce qui se passe, ma journée va bien se passer. Je t'assure, ça donne le ton. Quand tu quittes un chaos, potentiellement, ta journée va être chaotique. Et en plus, quand tu rentres dans le chaos, tu dis, ah ouais, j'ai vraiment passé une journée de merde. Et je pense que le plus agréable, c'est quand tu rentres de vacances et que ta maison, elle est rangée. Tu vois, avant, je le faisais pas, mais maintenant, je fais systématiquement le gros rangement et le gros ménage juste avant de partir en vacances. Et comme ça, quand tu rentres, ça fait Ouais. vraiment du bien. Bah, J'ai maintenant, remarqué. multiplie cette sensation tous les jours. Je t'assure, moi, je vis cette sensation tous les jours. Mmh. Ok, j'ai remis mon coussin, machin, tout ça, machin. Et une des astuces aussi, si vous le pouvez, si votre emploi de temps, rangez le soir. Souvent, les enfants se couchent plus tôt. Mmh. Le soir, en fonction de si on est célibataire, pas célibataire, maman solo, peu importe. Ou papa solo, peu importe. Comme je dis, ranger son intérieur, c'est prendre soin de soi. Donc, des fois, juste de faire ça le soir et de se réveiller le matin et de voir sa maison rangée. Ça doit être agréable parce que je enfin, Non, c'est agréable parce que, en fait, mais après, c'est tout un système. Quand on a anticipé les choses, en principe, le matin, quand les enfants se réveillent, si les vêtements sont préparés, etc., ils vont traverser la maison. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont aller dans la cuisine prendre leur petit déjeuner ou dans un coin de la table, mais ils vont pas ratisser toute la maison dès le matin. Mmh. Souvent, c'est ciblé. Et donc, en fait, ça va nous permettre à nous de se dire, j'ai fait mon ménage hier, mais en fait, ça va durer un peu dans le temps parce que les enfants, entre hier et aujourd'hui, ils vont revenir à la maison que ce soir. Donc, ça veut dire que je reste à la maison ou pas, je sais qu'en fait, toute la journée, ma maison, elle sera restée rangée, propre, parce que bah, le fait d'avoir fait le ménage le soir, bah, déjà, je dors en me disant que tout est à sa place. Mmh. Je me réveille en me disant que tout est toujours à sa place, que les enfants vont déballer ou en tout cas désordonner quelques points ciblés, mais que c'est pas tout le temps continuel, toujours tout à refaire. Mmh. C'est ça aussi qui épuise, c'est de se dire que j'ai toujours tout à refaire tout le temps, tous les jours. Mais qui fait ça? À part moi. Non, mais dans la vraie vie, personne ne fait Non. ça, c'est pas tenable. Donc, c'est de se dire, OK, je vais cloisonner ces moments de désordre. Et donc, quand les enfants se réveillent, c'est potentiellement un peu la salle de bain. Et ben, je me prépare en dernier, comme ça, je pourrais passer un petit coup. Moi, je quitte la salle de bain, c'est un petit peu en ordre. La cuisine, pareil, je vais déposer les enfants. Bah, je vais leur dire, les enfants, mettez votre cartable, ils sont à l'entrée. OK, bah, je mets les trucs dans le lave-vaisselle, c'est rangé. Tu vois, l'idée, c'est en fait, c'est pas de sacrifier des moments de qualité pour faire le ménage Mmh. ou ranger. C'est pas du tout la question. Mais c'est réussir à allier ces moments de qualité bah, à de l'ordre. L'un n'est pas compatible avec l'autre. C'est voilà, on peut se dire, je me prépare le matin avec mes enfants, on prend le petit déjeuner ensemble et dire aux enfants, vous pouvez débarrasser votre bol, s'il vous plaît, pour aider maman pendant que les enfants débarrassent leur bol. Et ben toi, tu nettoies la table. C'est un travail d'équipe finalement. Quand on vit tous dans la même maison, c'est un travail d'équipe. Et au moins, tu pars, tu dis, la maison, elle est déchargée. Moi, j'ai pas cette charge mentale. Et puis, bah, chacun fait sa journée. Et quand on rentre le soir, pareil, bah, on se dit pas, ah, attends, la vaisselle que j'ai pas rangée, le truc que j'ai pas fait. Non, je suis partie, les choses étaient faites, et ben, on part sur un autre cycle. Mmh. Du dîner, des devoirs, du truc, des machins, mais on n'a pas à ranger ce qu'on n'a pas fait le matin, le soir. Ouais, c'est petit à petit, sinon après ça s'accumule et Voilà. et L'accumulation, c'est le pire des pièges. C'est la procrastination, mais Mmh. vraiment comme dans beaucoup de domaines. En rangement, la procrastination, c'est un piège, Mmh. clairement. Quand on tombe dedans, c'est là qu'on a du mal à en sortir. Donc, évitons de tomber dedans. Vraiment, c'est un conseil d'Annie. Les bonnes résolutions. C'est parti, on n'est pas en janvier, mais Il y a pas de moment.
Le ménage de printemps, on est encore au printemps, on est encore dedans. Et on peut y aller à fond. Allez, c'est parti. Merci beaucoup, Tina, pour tous ces conseils, Avec grand plaisir. toutes ces Vraiment. infos. Franchement, je suis sûre que les spectateurs et les auditeurs vont adorer, surtout avec le peps que tu renvoies. Non, vraiment génial, j'ai adoré. Premier podcast, mais c'était réussi, carrément. Non, vraiment. Et je vais me faire gagner du temps en montage. En plus, c'est super fluide. Ah, c'est génial. Vraiment. Mais merci à toi d'être venu à moi. Je suis vraiment très fière et honorée de t'avoir accueilli dans mon intérieur parce que voilà, je suis contente de voir que ça fonctionne. Ça honore aussi mon travail et ma passion pour le rangement et la déco. Donc ouais, vraiment merci d'avoir fait ce geste vis-à-vis de moi. Au prochain podcast. C'est on jamais. Et alors, dernière petite question. Dis-moi tout. Est-ce que tu aurais éventuellement en tête une personne que tu aimerais entendre sur le podcast pour en apprendre plus sur son histoire, sur sa vision, sur son métier dans le domaine de l'habitat, peut-être? Moi, j'interviewe des professionnels comme toi, mais aussi des particuliers qui rénovent, qui ont rénové, qui ont fait eux-mêmes. Mais tu sais quoi, je vais te donner le nom de l'archi avec qui j'avais collaboré Ouais. sur mon gros chantier. Elle s'appelle Leslie Mpandi. Comme je te dis, pour moi, c'est comme une petite sœur. Elle a une trentaine d'années et je trouve que voilà, elle a un très bon mindset. En fait, elle illustre très bien cette génération et en fait, elle a fait tout à la main. Elle dessine et en fait, moi, je suis très admirative de son travail parce que moi, j'ai fait tout sur SketchUp et elle dessine encore beaucoup à la main. Et en fait, ses dessins sont juste incroyables et ouais, voilà le nom que je te donnerais, c'est Leslie Mpandi de mon cocon. Je me rappelle plus, mais c'est Leslie Mpandi. Tu me le donneras pour être en description. Et toi, du Voilà. coup, ton Instagram, ou est-ce que on peut te contacter si jamais on a envie de faire appel à toi? Bien sûr. Alors, je suis pas habituée à ça et pour le coup, je suis vraiment pas à l'aise avec ça, mais je m'y mets vraiment. Mon Instagram, c'est Instinct Déco. Idée, donc parce que ma boîte s'appelle Instinct Déco by Tina et pour la toute petite histoire, en fait, Instinct Déco, quand j'avais une vingtaine d'années, je m'étais toujours dit que j'appellerais ma boîte Instinct Déco parce que comme je te l'ai dit dès le départ, ce que je fais, c'est vraiment instinctif. Ça se sent. De base, voilà, j'ai pas forcément fait d'école, rien du tout. C'est vraiment quelque chose que je vis et je m'étais promis, mais promis juré, alors que je voyais un épisode de quoi, comment ça s'appelle, de Basic Instinct même qui passait en fond, je rangeais à ce moment-là et je m'étais dit j'appellerais ma boîte Instinct Déco. Force est de constater que plusieurs années après, j'ai tenu ma promesse et c'est pour ça les chemins de vie, moi j'y crois à fond. Voilà. Ouais, bravo, Donc parcours. merci. Instinct Déco, c'est moi. Et voilà pour cette dernière partie de mon échange avec Tina. Ce que je retiens surtout de cet épisode, c'est qu'une maison familiale ne peut pas être pensée comme un décor figé. Elle doit suivre la vie qui se déroule à l'intérieur, elle doit accepter les jouets, les dessins, les repas, les cartables, les moments de fatigue, et puis tout ce qui compose réellement le quotidien d'une famille. Mais accepter qu'une maison vive ne veut pas dire accepter de subir constamment son désordre. Avec Tina, on comprend que le vrai problème n'est pas qu'un enfant joue dans le salon, le vrai problème c'est que ces jouets n'aient aucun endroit identifiable où revenir ensuite. Le problème c'est pas non plus qu'un enfant possède des objets, c'est que l'accumulation finisse par lui faire oublier ce qu'il possède déjà et par saturer tout l'espace familial. On comprend aussi que ranger avec les enfants ne devrait pas devenir un conflit permanent. Il faut leur donner des repères simples, créer des familles d'objets, rendre le rangement visuel et ludique. Et surtout aussi montrer l'exemple, parce qu'il est difficile de demander à un enfant de ranger sa chambre si les adultes ne prennent pas soin de leur propre espace. Enfin, Tina nous rappelle que l'organisation familiale n'est pas le rôle d'une seule personne. Quand plusieurs membres de la famille vivent dans la même maison, son entretien doit devenir un travail d'équipe. Pas pour viser une maison parfaite, mais pour éviter que chaque petit désordre se transforme, à force de procrastination, en une montagne à reprendre. Si cet épisode t'a parlé, pense à t'abonner au podcast, à le partager autour de toi et à laisser 5 étoiles. Ça soutient énormément le projet et ça m'aide à continuer à faire vivre des espaces et des vies. Et si tu es toi-même en projet de rénovation et que tu veux justement penser ta maison en fonction de ton quotidien, de ta famille, de la manière dont vous allez réellement vivre les espaces, tu peux découvrir Pilote ta réno. C'est l'espace Notion que j'ai conçu pour t'aider à structurer ta rénovation, clarifier tes usages et garder une vision d'ensemble avant de passer à l'action. Tu retrouveras le lien directement dans la description de l'épisode. Merci encore à Tina pour ces 4 échanges et pour toute l'énergie, la sincérité et la générosité qu'elle a apportée au podcast. À très vite dans un prochain épisode de Des espaces et des vies.